Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, comme tous les soirs, sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Comme tous les soirs, vous le savez, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, page Facebook de Média TV, ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Maître Mohamed Alami, vous êtes notaire à Casablanca, merci d'être avec nous ce soir. Maître Younes Alnibar, avocat au barreau de Casablanca. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faisal Fakihi, vous êtes journaliste, chroniqueur judiciaire et vous avez notamment remporté le prix de la presse nationale pour vos enquêtes sur la spoliation immobilière. On va y revenir, bien sûr. Et enfin, Maître Mbark Sbari, vous êtes notaire à Casablanca et ancien conservateur foncier. De nombreuses affaires de spoliation immobilière ont défrayé la chronique, posant la question de la sécurité foncière. Il y a quelques jours, se tenaient à Skheret les assises nationales sur la politique foncière de l'État pour dresser le bilan d'une année de consultation avec les professionnels du secteur. Objectif, assurer une meilleure gouvernance du secteur et réformer le cadre juridique qui le régit. Pourquoi fallait-il réformer la politique foncière ? Quels sont ces principaux problèmes pouvant être à l'origine de ces spoliations? Politique foncière de l'État, enfin une mise à jour, c'est le titre de l'émission de ce soir. Bien, alors, on va parler de spoliation immobilière, on va essayer de comprendre déjà le mécanisme qui a permis toutes ces affaires de spoliation immobilière et savoir comment on peut répondre à ça, notamment avec toutes les consultations qui ont été faites lors des assises de la politique foncière. Qu'est-ce qu'il va falloir changer, sachant que notre système foncier est duel, et vous allez nous l'expliquer ce soir. Faisal Fakihi, vous êtes donc chroniqueur judiciaire, vous avez travaillé longuement sur des affaires de spoliation immobilière. Ça vous a valu le prix national de la presse. Alors, comment vous êtes arrivé finalement à dénicher ces affaires-là? Je sais que vous courez les tribunaux, vous connaissez les coulisses des tribunaux, mais en faire finalement tout au long de plusieurs années une véritable enquête que vous avez suivie, il y avait quelque chose de significatif. Beaucoup d'affaires de spoliation immobilière existent. En fait, ma première rencontre avec un cas de spoliation, c'était dans une discussion assez banale avec un juriste qui m'avait parlé d'une famille qui avait beaucoup de terrains, qui ont disparu un jour de l'autre. Et puis, un jour, il y a un monsieur qui débarque dans la rédaction avec son dossier sous la main et qui me dit monsieur, voilà, j'ai un problème, aidez-moi. Il faut le dire, il y avait deux avocats qui lui ont spolié son bien et il était vraiment dans une situation très très critique parce qu'il s'agissait d'un terrain, d'une villa en fa, ainsi de suite. Donc moi on a commencé à chercher, on a commencé à travailler sur ce dossier-là, et il s'est avéré, par exemple, parmi les techniques qui sont utilisées dans ce genre d'affaires, c'est qu'on peut recourir aussi, utiliser les noms de personnes qui sont décédées, voire aussi les noms de personnes fictives, qui n'existent pas. Et donc c'est à partir de là que l'artifice prend forme et que la recette, on va dire, de prédateur foncier parvient à percer le titre foncier. On parle bien de prédateur foncier, oui, dans ces affaires-là. Parce que là, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est justement comment ça se passe derrière, et quelles sont les techniques qui sont utilisées. Et surtout, quand on entend prédateur, est-ce qu'on doit avoir peur et poser la question de la sécurité foncière lorsqu'on achète un bien? Comment on va dire, ce sont des malfaiteurs, ce sont des escrocs, comment est-ce qu'ils arrivent à spolier un bien? Sachant que spolier, c'est j'ai un bien qui est à mon nom, et puis du jour au lendemain, je vais me retrouver avec se déposséder de ce bien. C'est comme tout voleur qui veut organiser son coup. D'abord, il doit cibler. Il doit d'abord regarder de quoi il s'agit. Souvent, ils vont dans des maisons qui sont plus ou moins abandonnées, ou bien des maisons où il y a un gardien et que dans les gens, où les propriétaires ne sont pas là, ils sont à l'étranger, ou bien ils ont quitté le Maroc depuis des années. Donc à partir de là, il commence à constituer, si vous voulez, cette bande de malfaiteurs. Donc ils s'adressent à la conservation foncière et au cadastre pour faire un repérage et repérer le numéro du titre foncier. Après, ils vont à la conservation foncière parce qu'au niveau de la conservation foncière, toute personne a le droit d'ouvrir un dossier, de voir les documents, etc. Puis ils remarquent, par exemple, la date de naissance de la personne.
Souvent, on trouve des dates de naissance, bien sûr, dont l'âge dépasse largement 80, 90 ans, et même plus. Ouais. Donc, on va arriver à comment, parce que c'est important de le comprendre, mais là où vous mettez le point sur quelque chose, c'est quand vous avez fait votre enquête, c'est des cibles particulières. On cible justement des étrangers, des vieux, des gens d'un âge avancé. Souvent des gens qui ne résident pas au Maroc et qui ne résident pas dans la propriété. Souvent. Donc, la plupart des scandales qu'on a connus, parce que cette histoire de spoliation date depuis plusieurs décennies, ne date pas depuis 4 ans ou 5 ans. Moi, je me rappelle tout à fait au début de mon stage, j'ai entendu des affaires comme ça, c'est-à-dire où les gens avaient été spoliés, etc. Puis il y avait des procès, puis les gens ont retrouvé leurs biens. Donc souvent, la bande part à partir de ce que je viens d'expliquer. Ils arrivent à faire ça, puis à partir de là, ils montent tout à fait les documents avec la complicité de certains fonctionnaires qui travaillent dans le service de légalisation, avec peut-être certains fonctionnaires de la conservation foncière et tout ça. Donc c'est tout un montage qui est fait, et des fois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un passage obligé du notaire, jusqu'à ce qu'on arrive chez le notaire. Avant qu'on arrive chez le notaire, Maître Zbari, vous êtes notaire, mais vous êtes ancien conservateur foncier. Ces affaires de spoliation immobilière, Maître Alami disait que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau? Dans votre carrière, vous en avez vu? Ça a toujours existé. Oui. Quand on a la mauvaise foi, quand on est attiré vers la richesse illégale, devenir riche dans un temps record. Donc les gens, effectivement, ils ciblent certains biens immeubles, notamment les villas abandonnées, des terrains nus. L'État même, le domaine privé de l'État, était victime des spoliations. Alors ce qui fait, le conservateur, malheureusement, il est coincé par la loi parce qu'au terme de l'article 72, il doit vérifier sur le plan fond et forme tout acte présenté à lui pour inscription. Donc on ne peut pas déceler le faux. Donc il faut qu'il y ait des techniques. Maintenant, si par exemple je reçois une procuration entachée de faux, je n'ai pas la possibilité de dire que je refuse d'inscrire cet acte et cette opération parce que le contrat, la procuration est entachée de faux. Moi, quand j'étais à la conservation, j'ai vécu des cas pareils. La bonne dame habitait dans sa ville en Californie, à Casablanca. Ils ont eu le courage de faire un montage de tout document pour vendre, notamment une procuration, puis une donation, puis une vente à un Marocain. Attendez, stop, juste pour que les gens comprennent. Alors, c'est-à-dire qu'en gros, le bien existe, il est au nom d'une dame. Oui, d'accord. Oui. Vous avez des gens qui arrivent avec une procuration, une fausse procuration, finalement, falsifiée, qui arrive chez vous, notaire. Oui. Donc, avec une procuration, ils ont le droit de passer la vente en son nom, sans qu'elle soit là. Oui. Vous passez la vente. Exact. Et vous êtes obligé de passer la vente. Bien sûr, je suis obligé. Je ne peux pas dénicher ou déceler le faux. Ça ne relève pas de conservateur ou même du notaire. C'est difficile. À moins qu'il y ait une erreur ou un indice apparent. Par exemple, le cachet, je connais la région par exemple, le cachet a une certaine forme. Ou bien une erreur sur le plan grammaire, orthographe, légalisation avec apostrophe. Il faut que vous ayez des soupçons à un moment donné sur le faux. Des indices qui permettent de détecter le faux. Mais des fois, ils ont une technologie telle qu'on n'arrive jamais à dire que ce document est entaché de faux. Et ça passe. Une fois inscrit, donc il est protégé en quelque sorte. Justement, c'est tout ce stratagème, lorsqu'il est monté, vous savez, nous sommes en face d'un certain nombre de prédateurs fonciers, tels que vous les avez appelés tout à l'heure. Ça présume que ce sont des gens très bien informés, très bien structurés, donc il y a toute une équipe, des gens qui interviennent de façon directe, et puis des gens qui interviennent dans l'ombre, les informations, comment elles circulent, comment déceler tel titre foncier, quels sont les titres fonciers qui sont concernés. Donc tout ce stratagème, il est monté, mais en tenant compte d'un élément très très important, celui de la faille juridique. Et la faille juridique, justement, la faille juridique, pendant tout le processus, c'est les conséquences de ces failles juridiques auxquelles nous assistons, et très souvent, les tribunaux qui ont à juger en cas de contestation, les juges ont les mains ligotées, donc ils ne peuvent pas, tel que l'a dit Maître Zbari, on ne peut pas aller au-delà de ce que prévoit la loi. Tout ça sur la base d'une faille juridique. La faille juridique, très souvent, c'est le point de départ, ce sont les fausses procurations. Donc il faut trouver la solution par rapport à ce problème. Dès lors que la fausse procuration
est utilisé dans une première opération, le processus administratif qui suit, il suit son cours de façon tout à fait normale. Et les différents intervenants, que ce soit à la conservation foncière ou bien aux différentes administrations, voire même jusqu'au notaire, effectivement, ce sont des professionnels qui ne sont pas formés, ce ne sont pas des experts en graphologie, ce ne sont pas des experts dans la lecture, je dirais, du document pour pouvoir y déceler éventuellement une anomalie, sauf que, effectivement, si l'anomalie est apparente et facilement décelable. Donc tout ça, ça aboutit, ça débouche sur de gros problèmes de spoliation. Donc le nœud du problème ici, si je résume tout ça, c'est une fausse procuration. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que c'est la seule technique? Non mais justement, ça c'est la première technique qui est utilisée, c'est la fausse procuration. Je voudrais juste préciser une chose. Il ne faudrait pas qu'on se focalise sur les procurations parce que, et ça c'est pas moi qui le dis, ça c'est le ministre de la Justice qui l'a dit en personne le 15 décembre à Rabat lorsqu'il a réuni tous les procureurs du roi, les notaires, les hadoul et la conservation foncière. Ils ont fait un premier diagnostic. Bon, il est ce qu'il est, il me paraît personnellement un peu léger, mais bon. Qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur le ministre? Il nous dit aujourd'hui que dans les actes qui sont concernés, les actes qui permettent de percer le titre foncier, nous avons la procuration, nous avons les actes de vente sous seing privé, c'est-à-dire des actes de vente qui ne sont pas faits devant notaire. Non, ils ne peuvent plus passer. Ça, c'est fini. Alors, juste... Mais je dis, voilà ce que on explique, voilà. Et puis, nous avons les actes de succession et nous avons aussi le testament. Les testaments. Ouais. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, Donc tout cela, ce sont les points d'entrée qui permettent finalement exactement, c'est des véhicules qui permettent la mutation. Donc la procuration est un problème aussi. Non, certainement. Voilà. Ça, je ne dis pas que, je dis tout simplement qu'il ne faudrait pas qu'on se focalise essentiellement sur la procuration. Il y a ça. Il y a secondo, il y a autre chose. Moi, dans mon travail, j'ai eu à plusieurs reprises, et c'est bien évidemment difficilement vérifiable. Il est vrai qu'il y a des rabatteurs, comme l'a souligné Maître Lalami. Il y a des rabatteurs, Mais les rabatteurs viennent bien de quelque part. Et bien sûr, ça peut être tout simplement un rabatteur, on va dire, d'une manière inconsciente. C'est un gardien de voiture qui va vous dire, oui, je connais une maison, mais elle est abandonnée depuis longtemps. Ou comme l'a dit Maître Hannibal, c'est des gens qui vous vendent l'information, il faut bien dire le mot. Aujourd'hui, moi j'ai eu plusieurs témoignages où on parle d'une fameuse lettre, enfin d'une fameuse circulaire qui a été, c'est une note qui a été du temps d'Elis Bassari lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, qu'il a envoyé aux conservateurs généraux, lui dire, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un recensement de l'ensemble des terrains qui a priori, qui sont abandonnés ou n'ont pas de propriétaire. Et c'est à partir de là, selon la légende, parce que bon, on est toujours en train de travailler là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont pas vérifiées. Exactement. Et à partir de là, on a établi ce qu'on appelle la liste noire, où il y avait plusieurs titres. Et aujourd'hui, d'après des témoignages que j'ai reçus personnellement, on dit que c'est à partir de cette liste-là qu'on a assisté, j'allais dire, à une explosion de la spoliation foncière et qui a été un peu boostée. Enfin, pas boosté, mais qui a profité un peu du boom immobilier qu'on a connu à partir de 2005. Mais des maisons abandonnées ne veulent pas dire que ce sont des biens qui n'ont pas de propriétaire. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, quand on est propriétaire, on a un titre de propriété, on a un titre foncier qui est inattaquable, qui est inscrit. Donc quand vous êtes propriétaire, vous êtes inscrit, normalement, vous avez la garantie de la propriété. Et c'est une chose sacrée au Maroc. En droit, bien sûr, constitutionnel. Bien sûr, mais un droit là, constitutionnel. le problème, on peut pas. C'est pas parce qu'on n'est pas là qu'on doit perdre facilement notre propriété. Mais alors ça facilite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on a des gens qui n'habitent pas sur place et avec une villa abandonnée, même si on a un titre de propriété, les gens peuvent faire leur finalement faire toute leur malversation sans que vous soyez là et vous vous en rendez compte 20 ans après ou 25 ans après. Donc là, aujourd'hui, on a parlé de la procuration, les autres techniques utilisées pour la spoliation immobilière, parce que ça nous permettra de venir après à ce qui a été discuté justement au plus haut niveau pour voir qu'est-ce qui doit changer au niveau de la politique foncière. Donc cette procuration, on l'a bien dit, il y a quoi d'autre? De quelle manière aujourd'hui les spoliations immobilières peuvent être effectuées? Je rebondis sur cette histoire-là de procuration. On ne peut pas passer comme ça sur la procuration. Parce que la procuration, qu'on le veut ou non, c'est la source. Et c'est vraiment la chose la plus importante qui facilite cette fraude, cette spoliation. Parce qu'une procuration, comment on peut imaginer qu'un acte de vente doit être authentique
et qu'une procuration peut être faite par acte sous seing privé, légalisée dans une commune ou à la mairie, quelque part, dans une commune complètement perdue. Ça, c'est pas normal. Normalement, le législateur, il doit changer la loi et rendre la procuration authentique, obligatoirement. C'est-à-dire faite devant notaire. Devant notaire. Au moins, on est sûr que cette personne s'est présentée devant un officier public, qu'il a signé, qu'il a donné un pouvoir, et qu'on peut vérifier ce pouvoir. Parce que quand la procuration est faite devant le notaire qui est chargé d'établir l'acte de mutation, il peut très bien appeler ce notaire ou faire un mail, lui dire est-ce que cette procuration est véridique, est-ce qu'elle est Donc c'est un point sur lequel j'insiste, et je n'ai pas arrêté de le dire, c'est rendre la procuration authentique. Voilà. Je voudrais juste toujours dans le même ordre d'idées pourquoi je suis d'accord avec Maître El-Alami aujourd'hui, sachant que j'étais tout à fait contre l'authentification tout azimut, mais aujourd'hui on sait que le faux et usage de faux, qui est l'une des infractions retenues en cas de poursuite contre les spoliateurs, le faux et usage de faux, comme la constitution de bande criminelle, mais en tout cas le faux et usage de faux est, on va dire, l'arme fatale. Et bien sûr, le faux et usage de faux, comment ça se passe? Je fais une procuration, je fais un acte de vente sous seing privé, c'est-à-dire qui n'est pas fait devant un notaire, et je pars à la Moqata'a pour le légaliser. Et lorsque je légalise cet acte de vente sous seing privé, je fais des ventes croisées entre 3 et 4 qui sont des complices en fait. Oui. Je fais des ventes croisées et à partir de là, je me présente en bonne et due forme devant un notaire pour lui dire « Monsieur, nous avons fait une vente, donc on a fait plusieurs ventes pour noyer le poisson. » Donc on a brouillé les pistes. Exactement, et on vient devant le pauvre notaire pour lui dire « Monsieur, est-ce que vous voulez bien nous authentifier cette vente ?» Et c'est à partir de là que ça commence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis un fervent défenseur de l'authentification des procurations. Tout à fait. Ça rentre dans le cadre classique, d'ailleurs, depuis un certain nombre d'années. Nous parlons de plus en plus souvent de la sécurité contractuelle. Donc tout ça, ça rentre dans la sécurité contractuelle. Finalement, c'est quoi? La sécurité contractuelle, c'est un objectif que l'on cherche à atteindre de manière à ce que toutes les opérations, notamment en matière immobilière, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, toutes les opérations puissent être menées avec le moindre risque possible. Donc si on laisse effectivement cette brèche qui concerne les procurations, pour ne prendre que cet exemple, parce qu'il y en a d'autres effectivement, on peut le sécuriser, et la seule manière de le sécuriser, c'est de mettre un professionnel comme un garde-fou pour éviter l'utilisation frauduleuse de tels documents. Le notaire, bien entendu, il est investi d'un certain nombre de prérogatives et de conditions dans sa profession pour vérifier l'exactitude d'un certain nombre d'éléments, s'assurer de l'identité des personnes qui se présentent devant lui, et puis surtout, il a la possibilité, à travers les missions qu'il a l'habitude d'honorer, d'aller vérifier un certain nombre d'éléments, même auprès des administrations. Donc, dans un premier temps, sécuriser la procuration à travers l'acte authentique, tout à fait, donc je suis parfaitement d'accord là-dessus, mais également ouvrir la possibilité, voire même élargir ce champ d'intervention à travers le pouvoir d'investigation. Est-ce que le notaire peut être amené à mener des investigations à l'effet d'obtenir les indications et les éléments nécessaires pour que l'opération soit saine? Maître Sbari, parce que le notaire, c'est quand même le point central aussi. Bon, on a parlé de la procuration, on a parlé de faux et usage de faux, mais le notaire, il est quand même là aussi pour faire son travail de vérification, et puis, on va dire, avec son expérience, vous commencez, je pense, vous avez plusieurs années de carrière, vous devez déceler à un moment donné quelque chose qui semble pas louche. Je sais pas, moi, que le commun des mortels ne pourrait pas déceler. Oui, je reviens à la procuration. La procuration n'est qu'un maillon de la chaîne. Il y a toute une chaîne. J'ai reçu quand j'étais conservateur, j'ai reçu même des jugements étrangers. Exact. J'ai reçu des actes notariés. Oui. Alors là, assorti d'un jugement des autres documents qui étaient falsifiés. Assorti d'un jugement d'exéquature. Oui. Et alors là, le conservateur est coincé, il est inscrit. Alors, jugement d'exéquature, c'est quand on a un jugement qui est rendu à l'étranger et pour qu'il soit appliqué au Maroc. Alors, une fois inscrit, alors là, les héritiers se manifestent. S'ils se voient que leur bien a été... ils étaient dépossédés de leur bien et qu'il y a inscription d'un acte quelconque, soit un jugement, soit un acte authentique. Alors, comment ils vont le savoir? Oui, mais a priori... Il n'y a pas de publicité. Donc, le problème qui se... D'où vient le problème? Il n'y a pas de mise à jour des titres fonciers. Moi, je suis attiré, par exemple, par la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que c'est alléchant, c'est juteux. Je constate, d'après ma consultation, que le titre foncier est au nom de X depuis 1920.
Et depuis 1920 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'inscription. Ça veut dire que le bien est abandonné. J'ai intérêt à, comme a dit, à trouver des personnes fictives pour combler ce vide et réussir dans l'inscription de cet acte. Des fois, on reçoit même un acte de notoriété, d'évolution successorale, qui ont taché de faux. Une fois qu'il est inscrit, on a déjà les héritiers qui sont dans la possibilité de vendre. Et dans ce cas-là, on fait valider un acte entaché de faux. Et là se pose le problème de la bonne foi, de la mauvaise foi. Est-ce que l'article 66 du DAI 12 août 1913 est capable de protéger la bonne foi? Pourquoi? Parce que s'il y a une procuration assortie d'un acte de vente et que la personne inscrite arrive à vendre une deuxième fois, est-ce que ce deuxième acquéreur est protégé ou pas? C'est ça. Finalement, c'est là le nœud du problème des histoires de spoliation. Mais je voudrais juste souligner une chose. Il faudrait, encore une fois, dire à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices que il est vrai que parfois on ne passera pas avec un notaire, via un notaire. On va passer, cette fois-ci, on va prendre la voie judiciaire, c'est-à-dire qu'on va saisir le président du tribunal et lui demander en référé, c'est-à-dire une procédure d'urgence pour faire simple, de faire jugement confirmant la vente, sachant qu'il n'y a pas de vente. Oui. Et à partir de là, on va se présenter devant Monsieur le conservateur pour lui demander, Monsieur le conservateur, nous avons un jugement, s'il vous plaît, inscrivez cette vente qui est basée sur un jugement rendu en référé, dont le titre foncier. Donc je vous laisse imaginer, bien entendu, toute la palette qui est aujourd'hui à disposition de nos chers spoliateurs. Et je voudrais juste terminer sur ce point-là, c'est que aujourd'hui le ministre de la Justice, il a bien évidemment mis en exergue le fait qu'il y a des complicités au sein de l'administration, il faudrait le dire et insister dessus. L'administration et la justice et les professions juridiques. Et je voudrais terminer là-dessus, si vous permettez, c'est que finalement, dans ce contexte-là, on a bien entendu le notaire qui reste un maillon, mais aussi, j'allais dire, le faux usage de faux, pour synthétiser, demeure aujourd'hui le vrai véhicule pour accéder à la conservation foncière. Non, il y a les institutions, justement, les deux principales institutions auprès desquelles les inscriptions se font. C'est le conservateur et puis, comme vous l'avez dit, on passe par le tribunal pour éviter des blocages qui pourraient être soulevés par le conservateur. Mais quels sont les éléments? Parce que le passage, qu'est-ce qui facilite? J'en ai parlé en début d'émission. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de préparer un dossier à l'effet de faire juger une affaire par un juge? Donc ce sont des documents qu'on produit. Le renforcement doit se faire auprès des institutions concernées, c'est-à-dire le tribunal, le juge, les documents qui lui sont présentés. Est-ce qu'il a ce pouvoir de vérification? Même au niveau de la procédure, il faut instaurer une procédure classique comme prévu dans le code de procédure civile marocain. C'est-à-dire que les juges en pareille matière, on pourrait prévoir que pour des cas pratiques, il y a des cas spéciaux, qu'il y ait confrontation entre les parties. C'est ce qu'on appelle le jugement avant dire droit. Donc lorsque le dossier présente un certain nombre d'incompréhensions ou bien de documents peut-être qui présenteraient des signes de faux ou bien d'anomalies, on peut commencer par convoquer les parties dans le cabinet du juge, c'est ce qu'on appelle la confrontation, à l'effet d'obtenir le maximum d'informations pour s'assurer que ce sont bel et bien les personnes qui sont concernées qui sont présentes, que le document, on peut prononcer parfois même des expertises graphologiques, on peut aller vérifier. Donc c'est ce pouvoir d'investigation qu'il faut renforcer. Il ne l'est pas, enfin il n'est pas reconnu pour les conservateurs, parce que le conservateur il est cloîtré par les dispositions de la loi, sauf que la procédure judiciaire en tout cas, ne serait-ce qu'au niveau des procédures, on peut renforcer le rôle des juges ou bien faire en sorte que les juges prononcent ces jugements avant dire droit à l'effet de bien cerner l'affaire. Alors c'est un peu exagéré. Non, mais tout ce que vous expliquez est très technique. D'un point de vue, est-ce que vous pensez, en prenant un peu de recul, que ça, on va dire, attaque un peu l'image de la sécurité foncière, de la sécurité juridique? Certainement. Hein? Certainement. Oui, bien sûr, parce que la sécurité, le notaire est au centre, est au cœur de cette histoire-là, parce que le passage, c'est un passage qui est obligé, surtout actuellement depuis la loi de 2011 sur la réforme du code foncier. Donc toutes les mutations immobilières passent obligatoirement par le notaire. Donc
Mais parce que lorsqu'on passe par le tribunal, Non, parce que je parle pas du actions tribunal. perfection Les décisions devant- de justice, c'est autre chose. Voilà. Une décision de justice, elle est authentique également. Donc, quand je parle des Il documents n'y a jamais eu de authentiques, décision de justice falsifiée. donc, C'est plus dur. Si, ça Si, il y en a. Ça arrive. à l'étranger, pas par non, oui. c'est-à-dire que la sécurité juridique est au centre de ce problème-là. Bien sûr que le notaire, il doit vérifier, il doit faire des investigations, mais il n'est pas expert. Il ne peut pas expertiser les documents qui lui sont présentés, tels qu'une procuration, tels qu'une carte nationale, les documents, les extraits d'actes de naissance. Sinon, on va tomber dans des choses, on ne va rien faire. Donc, toute personne qui se présente chez le notaire, il va dire, tiens, celui-là, il est soupçonné, donc je vais aller faire des expertises. Je dois appeler la police nationale, dire, écoutez, est-ce que ce monsieur-là, lui faire les empreintes digitales, etc. Donc, on est en train de tomber. Ça, c'est des cas quand même, c'est des cas rares. Parce que quand on voit le nombre de transactions qu'on passe, etc., vous trouvez de temps en temps, il y a des choses comme ça. Vous avez fait l'état des lieux de ces affaires. Je sais que vous avez les chiffres. Oui, je sais que par exemple l'association Droit et Justice au Maroc est une association qui défend aujourd'hui les victimes, qui a un peu fédéré les victimes qui étaient Aujourd'hui, à fin juillet 2015, on parle de 140 dossiers. J'ai des informations selon lesquelles on en est à plus de 1000 dossiers. Moi, en tant que journaliste... C'est pas des spoliations. Non. Parce qu'il faut différencier entre les cas où il y a, par exemple, des falsifications, où on prend une propriété et puis on met quelqu'un d'autre à la place, et des cas où il y a des contestations. C'est-à-dire, il y a un procès devant le tribunal et il y a des contestations. Justement, c'est pas parce qu'il faut qu'il pas y a, confondre. ça, c'est une position que j'ai toujours défendue. C'est pas parce qu'il y a plainte que nécessairement il y a spoliation. Parce que mais j'allais en venir. Là, c'est l'état des plaintes. J'allais en venir parce que je lui pose la question sur l'ampleur du phénomène. Exactement. Parce que, non, ce que je dis est précis, c'est chirurgical. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que, d'après mes investigations, je sais qu'on en est à plus de 1000. Moi, personnellement, en tant que journaliste, je reçois en moyenne 3 demandes d'enquête par mois. De Kenitra, de Nador, de Tanger, de Rabat, de Casa. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est vrai qu'il y a aussi un travail de tri qu'on a à faire en tant que professionnel. Parce qu'on a tout de même, il y a la présomption d'innocence. On ne peut pas mettre tout dans le même sac, il est vrai. Mais ce qui est très important, une chose est sûre, c'est qu'il ne faudrait pas aussi, et j'insiste là-dessus, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de monde, mais je ne défends pas les notaires, mais les malfrats, ils passent par d'autres voies, par d'autres professions, y compris lorsque nous avons une vieille personne malade, et dont on va mettre la fortune sous tutelle. Qui va s'occuper de ça? C'est un administrateur judiciaire. Qui le désigne? C'est un juge. Nous avons des cas. Alors, comment justement, la deuxième partie de l'émission, on verra comment finalement, quels sont les moyens pour augmenter la sécurité foncière, pour améliorer la sécurité foncière. C'est d'ailleurs ce qui a été discuté dans ces assises nationales sur la politique foncière. On en parle juste après la pause. De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre, on parle de la sécurité foncière, on a parlé des affaires de spoliation immobilière qui posent cette question centrale aujourd'hui, qui est le droit à la propriété, qui est un droit constitutionnel sacré, mais malheureusement, des malfaiteurs arrivent à contourner, à utiliser le système pour spolier des propriétaires. Alors ça pose la question de cette sécurité foncière. Lors de ces assises nationales, ça a été discuté, on se pose la question, on réfléchit à comment améliorer cette sécurité foncière. Comment on fait aujourd'hui? Est-ce que vous êtes des experts en la matière, d'un point de vue juridique? Vous êtes notaire en tant qu'observateur, en tant que professionnel et journaliste. Il y a une piste, on a parlé de la procuration, ça on a bien compris. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui pour pouvoir assurer une meilleure sécurité foncière? Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec ce qui relève du foncier. Effectivement, une refonte du foncier de façon générale, oui, elle est exigée par un certain nombre d'éléments, la conjoncture actuelle, des textes disparates, effectivement, on ne sait pas sous quel régime ou bien quel régime adopter pour telle ou telle matière, on est parfaitement d'accord. La spoliation, c'est pas en trouvant des solutions d'ordre juridique qu'on va régler le problème de la spoliation. La spoliation, moi je pense,
Le problème, il faut renforcer un certain nombre de mécanismes, notamment en ce qui concerne l'institution du notaire, la conservation foncière, et puis le système judiciaire et bien entendu la publicité. Parce que le problème de la spoliation est un problème comportemental. Ce sont des escrocs qu'il faut mettre sous les verrous. Il n'y a pas que la spoliation. Oui. Dans la sécurisation foncière, bon, la spoliation c'est un cas bien particulier, mais il y a d'autres cas dans lesquels qui donnent lieu à des litiges dans le secteur immobilier qui peuvent... C'est des litiges classiques. Mais quand quelqu'un, par exemple, signe un compromis de vente et que pour plusieurs raisons, ce compromis ne se concrétise pas en vente totale, donc la personne s'adresse à la justice. La justice, bien sûr, en première instance, appel, cour de cassation, etc. Des fois, elle rend des jugements contradictoires. Donc, lequel qui a raison, celui qui a tort, etc. Chacun, c'est-à-dire la victime ou la personne qui a été, enfin, contre qui le jugement n'a pas été rendu, enfin, pour lui, il se trouve spolié de son bien. Donc, on dit qu'il a été spolié, mais en réalité, il n'a pas été spolié. Il a été un petit peu, bon, il a perdu son procès, tout simplement. Donc, je pense que ces fakiri, que ces 140 cas ne font pas partie. Il n'y a pas une bonne partie qui fait partie de ces cas-là. C'est des 140 dossiers, c'est de la spoliation, François. Oui, c'est un expert en la matière. Ça fait plus de 6 ans qu'il est dessus. Non, je sais. Maintenant, quelles sont les solutions? Est-ce qu'il faut renforcer justement l'arsenal juridique? Est-ce qu'il faut réformer? Est-ce qu'il faut instituer des procédures? Je dirais des procédures et non pas la loi, parce que la loi, elle protège. Le code foncier, il est bien fait. Le système de la conservation foncière au Maroc est l'un des meilleurs au monde. Il faut le rappeler. C'est-à-dire, quand vous êtes inscrit, vous êtes protégé. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire ces manœuvres frauduleuses qui rendent le système un petit peu fragilisé. Mais sinon, quand vous êtes propriétaire, parfois vous êtes vraiment... Non, c'est même pas fragilisé. Maître Sbari, est-ce que... Je voulais dire, oui. Le problème de la spoliation, c'était la période de la ruée vers l'immobilier durant les années 80-90. Tout compte fait, il y a un stock. Il y a un stock des biens qui sont visés. Il ne faut pas croire que c'est un virus qui va subsister. D'accord, il subsiste, mais l'ampleur de ce phénomène va disparaître, je suis sûr et certain. L'État n'a pas gardé les bras croisés, il a fait des efforts. D'abord, il est en train de supprimer l'acte sur sein privé concernant les transactions immobilières. Oui. Alors d'abord, on a commencé par la loi 1800. Si vous voulez acheter un appartement en magasin, il faut qu'il y ait un acte authentique. Je dis authentique, donc notarié, adulaire ou par devant un avocat. Il y a ensuite le problème du duplicata de titre foncier. C'est un moyen très efficace pour sauvegarder la propriété. Si la conservation foncière remarque que le duplicata a été retiré, donc ce duplicata doit être redéposé par le propriétaire détenteur du duplicata. Alors juste pour qu'on comprenne, oui. Parce que normalement on se dit un duplicata, c'est une photocopie. C'est quoi? Non, duplicata d'un titre foncier, si on va à la conservation foncière, il faut faire une demande pour qu'on vous donne le duplicata, on le prend qu'une fois. Non, vous le prendre plusieurs fois. Le redéposer à l'occasion d'une opération quelconque. Oui, mais vous pouvez demander qu'une fois. Une fois que vous l'avez pris, il faut le redéposer. Non, vous le gardez chez vous. C'est ça. Mais si par exemple le propriétaire... Vous ne pouvez pas prendre plusieurs duplicata à la suite. Un seul. Voilà, un seul. Si par exemple le duplicata est retiré, et moi, conservateur, je reçois une vente par l'étranger inscrit au profit d'un Marocain, par exemple. J'ai dit, il faut présenter le duplicata. Ça, c'est un moyen de vérification, de garantie, de protection. Et puis, actuellement, il ne faut pas croire qu'on va spolier tous les biens. C'est ciblé. Donc, il y a des biens appartenant à des étrangers dans certaines villes. Dans d'autres villes, il n'y en a même pas. Et puis, il y a des terrains appartenant dans le domaine agricole, par exemple rural. Même l'État était victime de ce genre d'opération. Mais le problème, c'est que le régime de l'immatriculation, il est facultatif. On n'est pas obligé de mettre une mise à jour pour sauvegarder le titre foncier incessamment. Donc, quelqu'un qui décède, il est toujours inscrit en tant que propriétaire. Il se peut que sa dévolution successorale figure quelque part, mais les personnes, les prédateurs, font en sorte qu'ils ramènent des documents falsifiés au conservateur pour qu'il puisse inscrire cette dévolution successorale. Ce que je suis en train de voir, est-ce que notre système foncier, vous l'avez dit, on va dire sur le papier, excellent, il est censé protéger la propriété. Oui. On a bien vu là où le bas blessé, c'est quoi? Finalement, c'est pas le système foncier qui pose problème, c'est quoi? C'est le système juridique? Non, c'est pas le système juridique. Au contraire, au contraire, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le comportement des gens. Donc des gens qui sont animés par une cupidité qui fait que, bon, ils ont recours à un certain nombre de stratagèmes pour arriver à leur fin. Le problème, c'est que
finalement, c'est lié, parce que puisque le système foncier marocain, nous disposons d'un arsenal juridique très très riche, bien entendu qui protège les droits des personnes inscrites, et c'est dans l'esprit de chercher à bénéficier de cette efficacité que les stratagèmes de spoliation sont mis en place, parce qu'on sait que ce qui vient avant, c'est dans l'esprit de pouvoir procéder à une inscription qui protégera la personne inscrite au moment venu. Le problème qui se pose aujourd'hui, selon ma lecture des choses, c'est que nous cherchons à instaurer un principe, parce qu'effectivement, Fakih en a parlé tout à l'heure, un élément très important, c'est des jugements qui sont parfois contradictoires, et surtout en la matière. Il y a 2 arrêts de la Cour de cassation aujourd'hui qui vous disent, lorsque une personne est dépossédée et lorsqu'il est révélé qu'effectivement elle a été dépossédée sur la base d'un faux, peu importe que ce soit une procuration ou n'importe quel autre document, est-ce que cette personne est en droit de recouvrer la propriété? C'est ça. Donc il y a des juges qui vous disent oui, donc ce qui est basé, Mabouni à la batil, faut rebattre. Donc puisque le point de départ est un faux, donc automatiquement tout ce qui vient après. C'est-à-dire que si le bien a été transmis la première fois grâce à un faux, après tous les gens qui sont derrière sont de bonne foi parce qu'ils ont acheté et vendu alors, dans les pour faits. moi, peu importe, parce que C'est un tort. alors justement, justement. Mais s'il Ce vous sont deux plaît. lectures complètement différentes. Alors, Et là, ça pose le problème de la justice. Alors justement, voilà, et pas de la conservation foncière. je suis partisan de cette théorie. Ce qui est basé sur un faux, on ne peut pas dire qu'une personne, c'est parce qu'elle a été de bonne foi, qu'elle doit tirer profit d'une victime, enfin d'un système qui aura lésé une personne bien avant, ou bien le propriétaire initial. Il y a des décisions de justice qui sont allées dans ce sens, qu'effectivement, il faut faire annuler toutes les ventes, et même les inscriptions doivent être annulées. C'est ce que prévoit d'ailleurs l'article 2 de la loi 3908 relatif au code foncier, sauf qu'elle l'a limité dans le temps. C'est-à-dire, vous êtes censé procéder à l'action qui tend vers l'annulation, mais dans un délai de 4 ans. Ça veut dire à partir de l'inscription. Oui. Malheureusement, si vous en prenez conscience... Beaucoup de gens qui l'ont constaté bien après ce délai. Il y a des cas de jurisprudence qui vont dans l'autre sens, qui vous disent, écoutez, la personne qui est inscrite est de bonne foi et on ne peut pas lui faire payer. Alors ça pose le problème... Alors bon, on est en train de rester... Justement, l'inscription sur les livres fonciers. Exact. Ce que vous venez de dire, cette théorie, elle met en contradiction justement la garantie de la force probante des inscriptions sur les livres fonciers. C'est-à-dire que moi, je suis inscrit, je suis de bonne foi. Demain, je peux très très bien être radié, dépossédé. Donc, que vaut cette inscription? Voilà. Donc, dans cette affaire de spoliation, si vous permettez, il y a plusieurs victimes. Il y a la victime, bien sûr, numéro 1, c'est celui qui a été spolié. Le premier, la victime originelle. Et il y a également la victime, c'est la personne qui a acheté de bonne foi, qui a payé le prix. Et bien entendu, il y a d'autres victimes qui peuvent être au milieu, telles que le notaire des fois, et les autres qui peuvent être vraiment embêtés par la justice alors qu'ils n'ont rien fait, ils ont uniquement rédigé l'acte. Donc, ici, on pose la question de l'inscription au niveau de la conservation foncière. Que vaut justement cette inscription au niveau de la conservation foncière? Donc, elle va être annulée par la suite, par décision de justice. Il fait exprès. Hein. Il me taquine parce qu'il m'aime bien. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que, enfin, c'est vrai, il faudrait arrêter de s'auto-flageller. Aujourd'hui, on doit d'abord, comme l'a souligné Maître Hannibal, par unifier la position de la Cour de cassation. La Cour de cassation, avoir des jurisprudences constantes. Elle doit prendre le temps de bien nous dire aujourd'hui, voilà la position qu'on prenne, et c'est vraiment un appel d'un juriste et d'un journaliste convaincu, légaliste. Ça pose un vrai problème. Après, comme l'a souligné Maître Al-Alami, il y a un vrai dilemme moral. Qui protégeait le propriétaire spolié ou bien l'acquéreur de bonne foi? Moi, franchement, je suis clair sur ce point-là, c'est le propriétaire spolié. Parce que, en principe, un devoir de vigilance s'impose. Et je voudrais dire plus, bon, je suis désolé, je risque d'inquiéter beaucoup de monde, encore une fois, mais aujourd'hui, il y a un vrai problème. C'est que même lorsque la justice vous reconnaît votre droit comme étant propriétaire, vous avez tout le mal du monde à récupérer votre bien parce qu'il a été vendu. C'est le cas en ce moment. Et ça aussi, c'est le ministère de la Justice qui nous le dit. Mais bon, positivement, on va dire. L'État aujourd'hui, elle veut agir et de manière ferme. Ça, c'est clair et net. La volonté a été montrée. Exact. 2, pour répondre à votre question initiale, quels sont les moyens pour réagir? Il y a eu les assises nationales de la politique foncière de l'État, le 8 et le 9 décembre à Skhairat, et il y a eu tout
atelier sur la sécurité foncière. L'une des questions qui a émergé, faudrait-il garder toutes les lois, avoir un code foncier qui regroupe toutes les lois pour que, bon, que les notaires, les conservateurs fonciers, tous les juristes puissent se retrouver, également les investisseurs, ou bien on doit garder les lois disparates. L'essentiel, c'est qu'on doit aujourd'hui réformer le droit. 2. Création de tribunaux de contentieux, pour le contentieux foncier. Aujourd'hui, un litige... Ça n'existe pas, ça. Non, Il n'y a non, pas non. de spécialisation. Non. Il y a des sections. Il y a des sections. Ouais. Mais bon... Mais des juges spécialisés, oui, je dirais... On va dire Par par la l'usage. pratique, qui sont mordus. Voilà. L'usage, Qui voilà. sont mordus du On va droit aller voir foncier. pour ça. Mais je Ouais, voudrais ouais. juste terminer sur un point. C'est qu'aujourd'hui, dans les recommandations des assises, on parle vraiment de chambres, de sections spécialisées en droit foncier. Je sais qu'il y a 6 chambres à la Cour de cassation et qu'une 7e doit être créée dans La ce... spécialisation de la justice, ça, c'est dans tous les compartiments, on le voit bien. Mais tous ce les qui est compartiments certain qui demandent une aujourd'hui, expertise. c'est que l'approche juridique et judiciaire à elle seule ne va pas suffire. Et juste deux petites propositions. Oui, ça fait trois. La première, c'est qu'il faudrait vraiment qu'on braque les projecteurs sur tous les actes qui se font aujourd'hui dans notre pays. Autrement dit, avoir un registre central où toutes les opérations les actes, les compromis de vente, les actes de succession, les procurations pour revenir. Mais ça existe chez les notaires. Oui, Chaque notaire a son mais est-ce registre. qu'aujourd'hui, moi, en tant que citoyen, je voudrais faire passer une opération avec monsieur ou madame, est-ce que je peux, en un clic, par exemple, avoir cette information? Non. Non. C'est-à-dire que lorsque vous allez ouvrir l'information, l'accès à l'information, vous allez couper la route aux abus. C'est Maître ça. Sbari. Oui. Après, j'aimerais parler de la dépossession, mais légale. Hein, vous savez de quoi je pense, c'est de l'expropriation. Donc nous sommes dans un dilemme. Il y a la bonne foi qui protège le propriétaire inscrit qui n'a aucune relation avec le faux. Ça, c'est clair. Et puis nous avons le propriétaire qui est dépossédé. Donc à qui donner raison? Il n'y a pas de solution miracle. La jurisprudence a pris une voie, puis là, il y a un revirement en optant pour l'article 66. Et moi, je suis adepte de l'article 66 parce qu'un acquéreur qui achète de bonne foi, qui passe par devant le notaire, qui a entre ses mains un acte authentique, il l'inscrit, et demain on lui dit, écoutez, ça a été basé sur le faux, et vous serez dépossédé de votre bien. Ça ne se conçoit pas. Donc le législateur a trouvé une solution intermédiaire, en l'occurrence l'article 2. Il opte pour la bonne foi, l'article 66, mais il introduit une petite parenthèse, comme quoi vous êtes propriétaire inscrit, jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire, vous devez garder votre souffle. On a essayé de rassurer tout le monde, tout le monde. Garder votre souffle pendant 4 années, à partir de l'inscription de cet acte. Donc, si quelqu'un attaque cet acte durant le délai, l'action poursuit son cours, mais une fois le délai expire, l'inscription devient une inscription définitive. Et moi, je pense que ça touche un petit peu le principe, le fondement même du droit foncier. Écoutez, Ensuite, on passe à quelqu'un qui achète un véhicule et il s'avère que ce véhicule est volé. Est-ce que le véhicule, on le reprend, on le reprend pas? On le reprend, bien entendu, la personne, et l'on est dépossédé. C'est le même principe. Donc, lorsque vous dites que la personne inscrite de bonne foi n'a rien à voir avec le faux, si, peut-être à son insu, oui, mais elle est en relation avec le faux de par les inscriptions qui sont portées sur le titre foncier. Les inscriptions sont indépendantes. Chaque inscription non, mais produit ses effets. mais quand je dis le mais faux, s'il y a le deux faux victimes, est très important. Il y a deux victimes. Non, mais le faux, On a avéré bien par le compris. tribunal. Il y a deux victimes ici. On arrête là. Il y a deux Là-dessus, victimes. c'est bon, parce Il y a que deux sinon on va aller victimes. dans un débat d'experts. Et là, il y a deux mais victimes. on a bien compris. Deux Oui, victimes. Il y a deux victimes. Le premier, lequel privilégier? Est-ce que la victime qui a été spoliée initialement ou la victime qui a payé le prix? Moi, je suis de votre avis. Je préfère tout ce qui a été basé sur le faux soit Alors, annulé. ce qui montre aujourd'hui, s'il vous plaît, Maître Sbari. Vous aussi, vous achetez un appartement. Et on trouve que vous avez acheté sur la base d'une procuration entachée de faux. Est-ce que vous allez accepter d'être possédé? Alors vous avez perdu le bien et vous avez perdu Non, mais l'argent. c'est pas vous, c'est le tribunal. Parce Non, que le je faux parle doit de être l'acheteur. Non, avéré. mais alors ça avéré montre par le aujourd'hui tribunal. la question, finalement. Vous êtes en train de poser la question de la sécurité foncière. Tout ça, c'est la sécurité foncière. Si vous voulez, non, parce que j'aimerais juste ajouter parce qu'on parlait de dépossession. Il y a cette dépossession qui est issue de malversation, qui est illégale, et il y a les dépossessions légales, qu'on appelle l'expropriation. Bon, alors ça fait aussi partie de la sécurité foncière. Est-ce qu'on peut expliquer, sans aller dans des détails
détails indigestes et trop techniques. L'expropriation, aujourd'hui, relève du domaine de l'État, de l'intérêt public aujourd'hui. Comment est-ce que ça doit être fait? Parce que là aussi, on a eu beaucoup d'affaires avec des problèmes où finalement les procédures n'étaient pas respectées. C'est une forme de spoliation également, l'expropriation. Oui, mais c'est trop fort quand même. Non, pas de une forme. l'expropriation. Des fois, oui. Des fois, quand, par exemple, on exproprie un bien et qu'il se passe plus de 10 ans, ou bien que ce bien a été dénaturé, il a été au début exproprié pour faire une route ou un hôpital, enfin un truc, après on trouve qu'ils ont fait un lotissement ou faire un objet, ou le donner à une société qui relève de l'État pour en faire un projet touristique. Ça, c'est une forme de spoliation, parce qu'au niveau de l'expropriation, on l'a exproprié et on a indemnisé la personne à un prix vraiment dérisoire. Exact. Et après, on en a fait une opération purement lucrative. Ben, c'est une forme de spoliation. Juste qu'on remette là-bas, parce que ce sont des choses qui ont été discutées lors des assises sur justement les procédures d'expropriation, la manière avec laquelle ça devait être fait. Quelqu'un de sa propriété, ça veut dire pour l'utilité publique. Un jardin, une route, bref, toute infrastructure qui va profiter à la collectivité. Alignement, si on veut ouvrir un lotissement quelconque, ça veut dire que l'État ne va pas en tirer profit personnellement. Donc, c'est pas censé, oui. Donc, le profit, c'est pour les habitants du quartier ou des citoyens en général. Ce qui fait, quand le critère ou le caractère d'utilité publique est avéré, donc il n'y a aucun problème. Par contre, si il y a d'abord expropriation immédiate, il y a une réserve des équipements publics. Quand vous voulez faire un lotissement, on vous impose de laisser comme réserve certains équipements publics, notamment une école, un dispensaire, un poste de police, et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, si vous trouvez que 10 années ont écoulé sans que le bien en question ne soit exploité ou cédé à la partie expropriante, le propriétaire initial peut récupérer son bien. Donc, mais le problème réside pas dans le fait d'exproprier, mais le fait d'indemniser. Alors justement, lorsqu'on est exproprié, on reçoit une lettre d'expropriation, j'espère ne jamais en recevoir une, mais en gros, on reçoit une lettre d'expropriation. Qu'est-ce que les gens font à ce moment-là? Et justement, lorsqu'on parle de sécurité foncière, quels sont les droits qui sont garantis finalement? On a des droits à un moment en tant que citoyen. Si on est exproprié, il faut accepter le fait d'être exproprié, si c'est justifié, bien sûr. Mais après, quel droit? Oui, on n'a pas le choix de toute façon, mais quel droit on a? Moi, je voudrais juste insister sur une chose. Aujourd'hui, peut-être que l'expropriation, malheureusement, il y a une loi qui la régit, et cette loi-là, elle fait d'ailleurs partie on va dire, du corpus juridique qui va faire l'objet d'une réforme. Et puis, c'est encore une fois les assises nationales de la politique foncière qui le disent, c'est qu'ils recommandent incessamment de la réformer et surtout d'indemniser les expropriés d'une manière équitable. Parce que, et diligente. Et diligente, oui, bien sûr. Récupérer l'argent. Parce que, est-ce que je donne une modique somme à tout le monde, parce que c'est ça, équitable. Une modique somme, je le mets pour tout le monde. Non. Ou bien indemniser selon des critères. On peut en discuter, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est que lorsqu'on va faire le bilan de la loi sur l'expropriation, c'est qu'il y a eu malheureusement un détournement. On ne sait pas dans plusieurs cas ou un cas, mais il y a eu un détournement quand même assez dramatique. Aujourd'hui, si on exproprie, c'est au nom de l'État, et c'est des gens qui sont censés représenter la puissance publique, qui font des abus. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que, en principe, vous avez 10 ans pour réaliser votre projet d'intérêt public. Cette période-là, elle est dépassée, et après, on retrouve le terrain qui sera utilisé pour d'autres fins. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais là où je devrais en venir, c'est que l'expropriation aujourd'hui, c'est devenu une vraie arme aussi qui, malheureusement, pour les spoliateurs. C'est-à-dire que on en profite d'une manière indue. Il y a un conflit d'intérêts, tout ce que vous voulez. Il faudrait peut-être qu'on recadre la procédure et qu'il y ait aussi des publicités et que cette expropriation doit être justifiée par l'État pour nous dire est-ce qu'il n'y a pas une autre solution ou bien tout simplement parce que on voudrait régler notre compte avec quelques-uns et on va les exproprier. En principe, l'expropriation doit être l'exception, pas la règle chez l'État ou chez les entités habilitées à exproprier. Pourquoi? Parce que finalement, comme vous l'avez dit d'ailleurs, la propriété est sacrée.
On ne peut céder sa propriété que pour cette cause d'ailleurs, l'utilité publique. Donc, ce qui reste à régler, c'est la rapidité dans l'indemnisation. Et même s'il y a un jugement, il faut qu'il soit un jugement expéditif et désintéresser les personnes. On se heurte des fois, au niveau de l'expropriation, des fois, elle touche un terrain non immatriculé, un terrain en cours d'immatriculation et un terrain immatriculé. Et la procédure est différente. Donc, un terrain immatriculé, le principe, c'est que tout propriétaire inscrit a droit à être indemnisé sur le champ. Par contre, quand quelqu'un qui a un titre. Qui a un titre foncier. Qui a un titre foncier, il n'y a pas de problème. Au prorata de sa quote-part, c'est son nom l'indivision. Par contre, nous avons une réquisition, alors là, il faut déposer l'argent à la CDJ. Pourquoi? Parce que la réquisition d'immatriculation est susceptible de recevoir des oppositions. Et quand on dit opposition, on dit voie judiciaire. Donc si le dossier est transmis à la justice, donc il faut attendre des années, auquel cas, le jour où il y aura un jugement définitif, les personnes habilitées à recevoir cette indemnité, ce sont si les opposants ont eu gain de cause. Alors là, vous parlez des milkiya, des réquisitions, c'est-à-dire que ce sont des propriétés qui sont en cours d'immatriculation. Là, on va quand même on est en train de parler de sécurité foncière, on va juste parler au moins du cas le plus sécurisé qui est quand on a le titre. Après, si on va dans tous les autres cas, c'est Je vais vous donner un cas pratique que je vis avec un client. C'est pour vous donner un petit peu la gravité, bien comment que les choses peuvent évoluer parfois. Voilà quelqu'un qui a acheté un terrain, qu'il a financé à travers un organisme bancaire. C'est pas la peine de vous donner le chiffre, à combien il a été financé. Et puis du coup, la personne se retrouve avec un plan d'aménagement qui va être suivi, bien entendu, de la procédure, etc. Et elle va être indemnisée, donc, cette personne. Donc, elle va être indemnisée à hauteur de combien? Sachant qu'il y a un acte de vente, il y a un financement par la banque. La personne est engagée sur une durée de 5, 6, voire même 10 ans. Entre-temps, l'indemnisation ne va même pas couvrir le montant de l'enregistrement. Donc, voilà un problème de droit qui est posé. Alors, mais comment est fixé, justement, je m'arrête là-dessus, comment est fixée l'indemnisation? Le niveau d'indemnisation, c'est à la discrétion. Est-ce qu'il y a des commissions où vous pouvez venir voir et négocier, discuter, ou comment ça va? J'allais y venir. D'ailleurs, le référentiel des prix, pourquoi ne pas l'appliquer dans ce cas également? Parce que pourquoi pas? Non, pourquoi? Non, attendez, attention. Parce que qu'est-ce que je dis? Enfin, quelle est l'idée que je défends? D'éviter effectivement que l'appréciation soit comme ça aléatoire, discrétionnaire. Il faut qu'il y ait un cadre, peut-être soumettre la chose à un certain nombre d'experts, peut-être passer par des procédures, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en référer à l'effet d'accélérer le processus pour que au moins le montant accordé réponde à des conditions particulières. Parce qu'effectivement, lorsque vous expropriez quelqu'un dans le périmètre urbain, c'est pas comme dans le périmètre agricole. Donc, ce vous ne sont pas un terrain nu et une fraction. Donc, c'est pas le même principe, voire même le manque à gagner en cas de besoin. Soyez un petit peu logique. Quand on exproprie un terrain, quelle est sa valeur vénale? Personne ne peut répondre. Parce qu'il a perdu ses critères de destination, c'est-à-dire R+5 ou bien R+2. Maintenant, on va l'exproprier pour faire une route. Quelle est sa valeur vénale? Votre logique, s'il vous plaît. Non, il y a question posée. Moi, je vais sortir du cas de l'expropriation, mais je vais parler, par exemple, il y a un autre cas de dépossession, pour ne pas dire de spoliation. C'est le texte de 1973 sur la marocanisation. C'est au moment où l'État a promulgué une loi en disant que toutes les sociétés anonymes ou les sociétés qui sont composées exclusivement de personnes physiques étrangères et qui possèdent des biens en dehors du périmètre urbain doivent être automatiquement transférées à l'État sans aucune indemnité. Ça, je crois qu'on a oublié ces cas-là. C'est une loi, personne ne peut contester ça. C'est un cas. Aujourd'hui, on peut le contester. Si, on peut le contester. Il y a des gens qui ont contesté des étrangers. Oui, juridiquement, on peut le contester. Attendez, ça c'est clair. Je vous rappelle, Maître Sbari, que le cas de la marocanisation, il y a des gens qui ont fait des recours, justement, parce qu'il se trouvait qu'ils avaient des fois des maisons ou bien une ferme
Une partie était à l'intérieur du périmètre urbain c'est un cas et exceptionnel. une autre partie qui était rurale. Ils ont exproprié la totalité. Exact. C'est le Daïr qui le dit. Oui, Mais c'est si un vous Daïr, arrivez mais à c'est un justifier cas comme où... quoi. Non, Parlez mais pas en c'est même un temps, cas- s'il vous plaît, qu'on puisse comprendre. Mais c'est un cas également de dépossession sans aucun, je dirais pas sans aucun droit Non, ni titre, non, mais sans compensation. Oui, mais C'est-à-dire mais l'État n'a d'accord. pas donné Oui, de c'est- compensation. Mais c'est parce que Elle a c'est la loi récupéré qui ça. le prévoit. Par contre, dans le texte de la loi 781, elle prévoit l'indemnisation, sauf qu'elle n'est pas encadrée. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que je dirais, par quel moyen la personne sera indemnisée en répondant au moins à la valeur ou bien au montant auquel il s'attendait. Parce que vous avez parlé tout à l'heure d'un élément très important. C'est pas la valeur vénale. Parce que la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a acheté le terrain en question, c'était à l'effet de construire un centre commercial. Aujourd'hui, c'est pas le montant qui sera accordé et qui a été financé par crédit bancaire et avec une rétrocession. Donc il y a tout et une personne qui... attention, ils sont en train de payer. Donc c'est une société qui est en train de payer des mensualités à un prix énorme. Aujourd'hui, elle sera dépossédée de son bien. Moi, c'est ça dont je parle. Ça veut dire dans l'esprit le manque à S'il vous plaît, on arrive à la fin de gagner. l'émission, il nous Il reste faut que 2 prendre minutes. en Avec considération tout ce ce qu'on a manque vu, on à a vu gagner. les cas de spoliation, on a vu les cas de dépossession légale, qui est l'expropriation, le cas que vous avez souligné dans le cadre de la marocanisation. Oui, je voulais juste, voilà, Non, on est arrivé sur la sécurité oui, foncière. Parce que c'est très important. Oui. L'État Allez-y, n'est pas un plaideur comme n'importe qui. Lorsque vous expropriez, c'est vous expropriez au nom de la communauté. Ces gens qui sont expropriés, ils font partie de la communauté. Je pense qu'un État juste, un État de droit, il doit en principe être indemnisé correctement, et je dirais même très correctement, Il y a la voie judiciaire. parce que à part la valeur vénale, il y a bien évidemment toute la symbolique. Il y a symbolique. La terre, c'est les racines. Donc aujourd'hui, si on me dit mais quelle est la valeur vénale de... Mais c'est une question... Enfin, excusez-moi, mais c'est une question qui me paraît, sur le plan moral, un État qui se respecte ne devrait pas se poser cette question-là. Parce que lorsque vous expropriez des citoyens qui sont marocains. Donc, vous devriez aussi les indemniser en bonne et due forme, plus que correctement. Je reviens à l'institution judiciaire qui a un rôle très important là-dessus, ne serait-ce qu'au niveau des formalités. Attention, le tribunal administratif, il a très souvent fait invalider des décisions d'expropriation si la procédure telle que dictée par la loi 781 n'a pas été scrupuleusement respectée par l'État. Donc il y a des vices de forme qui font que la personne, d'ailleurs, Maître Sabari n'a pas manqué de le souligner tout à l'heure, la personne peut recouvrer la propriété si, bien entendu, la procédure instaurée par la loi n'aura pas été respectée. Bien, merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre justement la politique foncière de l'État, les problèmes de spoliation et d'expropriation. On aura l'occasion de revenir dessus, j'espère, bientôt. Excellente soirée sur Médien TV, la rediffusion à 22h40, comme tous les soirs.